On va peut-être pouvoir commencer, on est 35. Le replay sera disponible dans tous les cas. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue à ce premier Mythosint. L'objectif de ces rencontres, ça va être de pouvoir partager un petit peu toutes les connaissances autour de l'OSINT, donc que ce soit à travers des outils, à travers des méthodologies ou des expériences. Donc pour ce premier numéro, c'est l'équipe Hacker Vaillant qui va donc nous présenter une méthodologie qu'ils ont employée pour retrouver la localisation d'une photo. Donc ils vous parleront aussi et surtout de la façon dont ils ont travaillé en équipe et les fausses pistes dans lesquelles ils sont tombés, ce qui est chose courante en OSINT. Après leur présentation, donc il y aura un moment d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc si vous en avez en cours de route, notez-les pour ne pas les oublier et puis à la fin on pourra vous donner la parole ou vous pourrez les écrire donc dans le chat pour que l'équipe puisse y répondre. Donc je vais les laisser se présenter comme ils le souhaitent, nom, pseudo, caméra ou pas, c'est à eux de choisir. Et c'est Ok. parti. Je te laisse Eh la ben, main, Cyber. bonjour à tous. Cybercaser, certains me connaissent sous ma vraie identité, mais je tairai ça ce soir. On va vous présenter la newsletter numéro 25 de Jack Krebs. On va présenter la méthodo avec une timeline tout du long, ce qu'on a utilisé pour le travail en équipe, et surtout, comme le disait Silver, la résolution avec les rabbit holes qu'on a pu euh, heureusement sortir de ces rabbit holes, on a réussi. Euh, donc on va commencer par la présentation. On est l'équipe Hacker Vaillant. Donc moi, Cybercaser, on a aussi Esu ce soir, logiciel Césarios qui est malheureusement pas disponible euh, ce soir, et Jean Piffre qui n'est pas disponible non plus, donc on est en effectif réduit. Euh, mais bon, on va bien entendu travailler tous ensemble. Alors, pour ceux qui seraient intéressés de suivre les newsletters de Jack Krebs, je vous ai mis le lien. Donc là, c'est la numéro 25. L'objectif était de retrouver la localisation de cette photo. Euh, pour cette photo, enfin pour la localisation, on avait la possibilité de trouver le pays, la position GPS la plus proche, ou alors trouver la position GPS exacte. Je vous spoile pas la fin, mais on a trouvé la position GPS exacte. Euh, Commençons par faire un petit peu d'OSINT. Alors oui, je pars du principe que les mèmes c'est la vie, donc il y aura pas mal de mèmes dans cette présentation. Donc méthode de travail, on a utilisé Discord, Discord pour notre équipe, et on fait un chan par challenge. Donc autant vous dire que ce chan là, il a duré quelques jours pour résoudre ce challenge. Euh, L'idée, d'un point de vue méthodologie, pour vraiment éviter de scroller et retrouver quoi que ce soit dans Discord, parce que ça peut vite être un bordel sans nom, on donne les sources de nos pistes, on balance pas uniquement une image, un screenshot sans donner la source. C'est super important pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un puisse reprendre la recherche là où nous, on en était. On pollue pas le chan si on n'a pas un minimum de pistes, de conviction ou de certitude. On pense bien entendu à épingler les infos sûres dans le chan afin de les retrouver facilement. Faut pas avoir peur de faire l'arbitre et de rappeler quand il y a quelqu'un qui est en train de s'égarer sur une fausse piste, si la piste est complètement hors sujet et à côté de la plaque, ou alors quand on est en train de partir en mode YOLO et qu'on est en train de int ou CTF au sens large, au moment où on pète un câble. Et c'est vrai que Discord met à disposition les gifs, les emojis et tout ce qu'on peut pour pouvoir partir en couille, disons-le. Donc on essaye de recentrer le sujet quand c'est nécessaire. Et on essaye, dans la mesure du possible, avec les agendas et les plannings de tous, de faire des sessions en chat vocal pour faciliter les échanges et exprimer son point de vue de manière orale quand par écrit c'est pas forcément toujours évident, on n'arrive pas toujours à se faire comprendre. On a la chance d'avoir une team full FR,
mais si on travaille avec des gens en anglais, en espagnol ou autre, en vocal, ça peut être un peu plus simple parfois. Donc, analyse préliminaire de l'image. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Il y a pas mal de choses. On a essayé de se concentrer sur les tags, le poteau électrique, avec une base blanche qui est assez significative, le lampadaire, avec une forme de lampadaire bien particulière, un arbre, une voiture, un chauffe-eau électrique solaire, un panneau de signalisation. Donc, commençons tout de suite avec l'analyse de l'arbre. Alors, en utilisant PlanteNet, hein, je vous ai mis, quand on a utilisé des outils un petit peu exotiques, je vous ai mis une toolbox en haut, on obtient le résultat suivant, Citrus aurantium à 87%, donc on a une grosse probabilité que ce soit ce type d'arbre. Donc PlanteNet, pour le coup, est quand même assez exhaustif et c'est plutôt pas mal. Et le souci, c'est que quand on avance là-dessus, ben, on n'avance pas vraiment beaucoup parce que la géolocalisation, c'est à peu près partout dans le monde. D'accord. Donc pas mal Amérique centrale, Amérique du Sud, Europe et en Asie du Sud-Est. Donc on part de ça. Bon, première info, on a une pseudo-géolocalisation peu exhaustive, mais voilà. Passons ensuite à la voiture. La voiture, bah, on constate assez facilement que c'est une Fiat. Il y a d'ailleurs sur la gauche une deuxième Fiat. On se dit, bah, il y a deux Fiat sur la photo, grosse info, on va essayer de s'en servir. On se renseigne sur les Fiat, leur implantation au niveau mondial. On trouve ça qu'en 2022, Fiat était numéro 1 au niveau, au Brésil, en Italie et en Turquie, qui sont trois des zones couvertes par PlanteNet. Donc assez intéressant. On prête attention au Brésil et on garde en tête la Turquie et l'Italie. Donc je vous ai mis les liens, je vous fournirai avec l'accord de Silver les planches si les liens sont cliquables, donc si vous voulez éventuellement refaire cette investigation solo, vous pourrez. Donc on fait quelques recherches d'images inversées sur le poteau électrique, euh, avec notamment pas mal de liens vers Sao Paulo. Sao Paulo, Brésil. Brésil, il y a des orangers. On se dit, ça y est, on est sur l'autoroute de Lozinte. C'est parti, ça va être easy. Et Google Images, lui, nous renvoie directement sur le site du district de Mooca, qui est aussi à Sao Paulo. Donc ça y est, c'est parti. On est lancé sur la bonne piste, selon nous. On confirme rapidement avec Google Street qu'il y a bien entendu des poteaux électriques avec une base blanche. On a aussi les bouches d'égout peintes en blanc, comme sur notre image source. Donc les éléments concordent, on continue notre investigation. On a ensuite les tags. Alors, sur la photo, il n'est pas évident de lire le tag. 13 ressort assez clairement. On fait des investigations sur les tags avec ce chiffre 13 dans la région du Brésil et on tombe sur MS13, le W13R. Il y a une lettre qui est cachée sur le tag, donc peut-être que ça peut être ce R. Euh, donc on se dit que ça y est, ça a un rapport avec les gangs au Brésil. Donc on continue notre investigation sur ces gangs au niveau Brésil. On tombe sur un site de publicintelligence.net qui est assez intéressante, qui parle des gangs, de la présence des gangs au Salvador. Donc Salvador, proche du Brésil, on voit qu'il y a un gang qui s'appelle le MS13, donc on retrouve ce chiffre 13. On voit un gang qui s'appelle le Mao Mao. On lit clairement que le tag est écrit Mao Mao. Donc on essaye de corréler cette information avec la présence de ces gangs au Brésil ou dans toute l'Amérique du Sud pour voir si éventuellement ils pourraient être ailleurs et qu'on rester sur notre piste du Brésil. Et en effet, ces gangs sont aussi présents dans d'autres pays, notamment le Brésil. Donc on reprend pas mal d'éléments de notre image, donc ça c'est plutôt chouette, et on essaye de corréler toujours cette information avec le bâtiment qui est en arrière-plan. Donc on fait notre simple recherche inversée et on tombe sur l'image de droite. Là, grosse ressemblance avec les fenêtres à petits carreaux,
la couleur de l'image, enfin la couleur de la peinture du bâtiment. Et là, on se dit, bah, en fait, il y a encore une fois ce tag numéro 13 qui ressemble étrangement à notre bâtiment. Peut-être que le bâtiment a été rénové ou alors que la photo date de quelques années avant qu'il soit tombé en insalubrité et investi par des gangs et des tags. Bref, on est toujours sur notre piste du Brésil et on est persuadé de ce qu'on est en train de faire. On documente déjà, on commence à faire le write-up, etc. Donc là, aucun doute pour nous. Sauf que, premier rabbit hole qui apparaît, un joli rabbit hole apparaît devant nous. C'est-à-dire que on est sur la bonne piste, tout concorde, on est sûr de nous. Et là, il y en a un dans l'équipe, Jean Piffre pour le coup, qui nous dit mais les gars, il n'y a aucun panneau sens interdit au Brésil. Donc là, on tombe tous de notre chaise, on est complètement perdu. On se dit mais c'est pas possible, tout concorde, c'est le Brésil. Bref, on essaye de se rattacher à ce qu'on peut. Donc on fait une investigation sur le sens interdit parce que bah, Jean Piffre à ce moment-là venait d'arriver dans l'équipe et on n'avait pas spécialement confiance. Donc on va venir corréler ce qu'il vient de nous dire pour valider et voir où nous mène cette piste du sens interdit. Donc en effet, le Brésil, il faut savoir qu'il n'y a pas de sens interdit. Donc là, on a tous pris une grosse claque. Mais en revanche, au Salvador, il y a des sens interdits, mais impossible de vérifier parce qu'une couverture Google Street quasi inexistante. En Argentine, on retrouve les poteaux, l'implantation de Fiat, mais pas les gangs, une problématique. Et en Uruguay, il n'y a pas de présence de la marque Fiat. Donc là, on se dit, l'Amérique du Sud, c'est complètement mort. Notre investigation, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est dead. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va accrocher sa ceinture, on relève les tablettes et c'est parti pour l'autoroute de Lozint sans rabbit hole cette fois-ci. Là, on est sûr de nous et on avance. Donc, commençons par la plaque d'immatriculation parce qu'on a noté le fait que c'était une Fiat, que la plaque était floutée, mais en regardant de plus près, on voit une légère couleur bleutée sur la partie gauche de la plaque d'immatriculation. Cette couleur bleue est présente dans certains pays, donc uniquement blanche, fond blanc et côté bleu, c'est notamment en Europe. Sinon, pour le reste des couleurs blanches en termes de plaques d'immatriculation, vous avez le site qui s'appelle MetaGuessr, WordPress.com, sur toutes les plaques d'immatriculation, pour voir globalement où vous pouvez vous positionner au niveau mondial. Donc globalement, on vient de faire un vol direct entre l'Amérique du Sud et l'Europe en moins de 10 minutes. C'est assez rapide, donc c'est une investigation OSINT avec une forte empreinte carbone. On revient sur notre panneau de signalisation, parce que maintenant qu'on sait globalement qu'on se trouve en Europe, on va essayer de corréler les éléments qui sont tangibles et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer avec des sources sûres. Donc on va sur Wikipédia. Alors je sais que Wikipédia et sources sûres, ça fait un petit peu... ça vont pas forcément bien ensemble, mais c'est une bonne source. Donc il y a un comparatif assez global et assez exhaustif des panneaux de signalisation qu'il y a en Europe. On sait que sur la photo, on voit pas forcément très bien, mais on va essayer de sortir quelques pays. Donc globalement, c'est pas la Finlande, c'est pas l'Islande. Il y a un sens interdit qui a pas de contour, donc ça va pas être la France, ça va pas être la Lettonie. Il y a une barre blanche plutôt courte, donc on va essayer plutôt de s'orienter vers l'Espagne ou la Grèce, étant donné que les autres collent pas du tout avec notre sens interdit. Donc on est passé du Brésil à l'Espagne ou à la Grèce. Donc là, forcément, les tags nous ont occupé notre esprit pendant des nuits, mais qu'est-ce que ça peut bien être, ce putain de tag, clairement, parce que on ne sait pas si c'est un D mal écrit, on ne sait pas si c'est un M mal écrit. Euh, Peut-être que la personne qui a tagué ça savait pas taguer, ou alors peut-être que le tag n'a rien à voir avec l'investigation qu'on est en train de mener, donc ça nous prend pas mal la tête. Certains diront qu'ils ont perdu leurs cheveux, moi c'est déjà fait. Donc les tags, on va prendre du temps et essayer de se concentrer sur qu'est-ce que ça pourrait bien être ce tag. On fait une grosse recherche pendant pas mal de temps et on en a un de l'équipe qui nous dit bah en fait ça pourrait très bien être la lettre M
vais dire que c'est un M, mais c'est pas vraiment un M, dans l'alphabet cyrillique, qui correspond à pi en grec ou P en français. Ouais, on fait un petit peu de culture ce soir. Donc l'alphabet cyrillique, je vous ai mis quelques liens, ça correspond à l'alphabet grec, enfin bref, c'est tangible. Donc on va essayer de s'appuyer là-dessus. Ce qui correspondrait notamment avec notre recherche euh, sur la Grèce. Donc on se rapproche doucement de la Grèce. Donc si on recherche le tag MAO13 sur Google avec la bonne lettre en cyrillique, là, bizarrement, on tombe sur des éléments concernant le club du Panathinaikos d'Athènes, donc qui est un groupe de supporters. Et en effet, ça colle bien avec le lettrage MAO, virage 13, enfin porte 13, numéro 13, le logo, donc bien, parce que là, ça colle. Euh, on se dit, bah, on va essayer de creuser cette piste-là et essayer de voir où ça nous mène. Est-ce qu'on va retrouver des tags de ce style-là et est-ce qu'on peut éventuellement trouver un lien avec le tag qui est en arrière-plan, qui est en vert, le W13 quelque chose. Et en effet, quand on cherche les différents bâtiments sur Google Maps à Athènes en rapport avec Gate 13, on trouve un bâtiment qui est sur le haut du slide, tout est tout en vert, donc ça colle avec la couleur du tag. Euh, qui est le QG de ce groupe de supporters. Et quand on fait un petit tour sur Google Street, Google Maps, juste derrière aux alentours, on retrouve ce W13B, donc Gate 13 avec le MAO, tout corel, donc ce serait un B, la dernière lettre du tag. Donc là, dans nos têtes, c'est le feu, on a enfin trouvé un élément tangible qui correspondrait à ce qu'on est en train de chercher. Mais faisons une petite digression quand même, parce que un rabbit hole peut en cacher un autre. Donc, si on reprend l'image de base, on a un chauffe-eau solaire et on en trouve dans la ville d'Athènes. Rien d'extraordinaire étant donné que dans toutes les villes méridionales où il fait chaud globalement, il y a des chauffe-eau solaires. En revanche, le fait que les lampadaires en pleine ville soient de la même forme, c'est-à-dire carré à cette hauteur-là et avec cet angle-là, bah, ça vient corréler ce qu'on est en train de rechercher. Donc globalement, on sait que ça se passe dans la ville d'Athènes. Donc là, on est plutôt pas mal. Et dernier élément, notre fameux oranger du début, on va venir corréler l'information. Il y a en effet des orangers à Athènes de ce style-là dans la ville, avec un dallage bien particulier autour, et l'oranger pousse dans ce dallage. Donc là, on a encore une fois un élément de corrélation. Mais on va quand même rester sur nos gardes, parce qu'un rabbit hole peut vite arriver. Revenons-en au tag. On va maintenant se focaliser sur les mots-clés W13B. On a quelques éléments, notamment des tags, donc ça colle. On retrouve notre photo du QG dans la recherche Google. Donc jusque-là, on est toujours à Athènes, on n'a pas fait un bond de plusieurs milliers de kilomètres qui nous emmènerait ailleurs. On est bien. Le groupe de supporters cette fois-ci. Maintenant qu'on a localisé globalement l'endroit où ils se situent, euh, on a trouvé leur site donc, qui s'appelle gate13.gr avec le tag Westblock qui va bien. On a aussi une page Facebook qui nous donne globalement leur code postal de où ils se trouvent dans la ville, ce qui va fortement nous aider à restreindre le champ de recherche. Et on y apprend que le QG est dans l'ouest d'Athènes. En même temps, c'est pas très compliqué à deviner. Westblock, c'est à l'ouest. On trouve des vidéos sur internet où on en apprend un peu plus sur le QG, avec notamment une vidéo YouTube. On passe la vidéo YouTube, on va juste se concentrer sur ce qui est écrit en grec dans la description de la vidéo. Donc c'est avec un bon Google Translate, mais on a fait ça vite pour avoir juste des éléments de base. C'est amplement suffisant. Donc cette fois-ci, on va essayer de retrouver ce bâtiment-là, qui est le QG, non pas du club de Panathinaikos, mais du groupe de supporters Westblock. Donc, après quelques recherches, on retrouve bien ce bâtiment, avec une fois de plus le lien. Euh,
Et pour ceux qui n'écrivent pas couramment le cyrillique, on vous a mis l'adresse directement dans les slides. Et c'est là que démarre l'investigation de logiciels sur le Google Maps. Je te passe la main. Là, c'est la partie la plus complexe, on va dire. C'est tout ce qui va être. On peut utiliser un peu du hover, mais franchement, ça va pas donner grand-chose avec les requêtes qu'on a effectuées. Mais c'est essentiellement là du tâtonnage qu'on va faire. On prend Google Earth Pro et on se balade dans les rues. On a une zone de recherche qui est pas très éloignée du QG. Du coup, c'est déjà une bonne piste. Mais après, c'est vraiment un travail de longue haleine à se balader dans les rues, dans les rues, dans les rues. Et dans tous les cas, on a dû passer, je pense, 5 6 fois sans s'en rendre compte dans la bonne rue, que tu peux changer de slide. Mais en fait, on a beaucoup de bâtiments qui ressemblent à notre image de base. Mais ce qu'on va chercher, bah, on va trouver des rues moins poissantes, des rues plus calmes, avec moins de voitures. Euh, Au final, bah, c'est vraiment au bout de, je pense, on a tous mis approximativement 5 heures, 5 bonnes heures de Google Earth, Google Street View, à se balader en long, en large, en travers autour de notre position pour euh, finalement boucler dans le quartier, à en fait quelques mètres de l'adresse qu'on avait de base, euh, à retrouver la position exacte. Mais tout ça, c'est énormément de tâtonnements. Une fois qu'on avait trouvé le QG, tout simplement. Mais On voilà, rappelle c'est de la balade, quoi. Le QG, c'est la partie, le pin de bas, du bas. Et on en est arrivé à Levanti ici, Tout à sur la fait. partie haute, qui est le quartier où globalement on a trouvé moins de voitures, des rues calmes et moins de passants. Du coup, de cette zone, bah, on a fini par retomber dessus. Mais comme je le dis, ça n'a pas été du premier coup, à mon avis. Parce que moi, je me rappelle avoir été très frustré. Parce que cette rue, je crois, je l'avais passée 3 4 fois et j'étais pas tombé sous. Au bout d'un moment, quand on enchaîne des heures de Google Earth, on n'a plus les idées en place. Euh, donc, euh, donc c'est avec énormément de tâtonnements qu'on est retombé dessus dans la slide d'après. Et avec beaucoup de fierté, parce qu'on était quand même 5 dessus, avoir bien tryhard, bien tryhard. Pour la petite anecdote, c'est autour d'une bière que l'adresse a été découverte depuis un téléphone portable. Donc on salue Esu et Césarios qui sont. Esu est là, mais Césarios c'est pas là, mais qui ont trouvé ça. Donc plutôt balèze quoi. Plutôt balèze. Voilà. Donc on était vraiment pas très loin, comme quoi des fois, juste avec une adresse, avec une information sur laquelle on est complètement sûr, bah, on n'est pas forcément très très loin. On était à 1 kilomètre, 1 kilomètre à vol d'oiseau, on va dire. Et ben, 1 kilomètre à vol d'oiseau sur un diamètre d'1 kilomètre à vol d'oiseau, bah, ça fait quand même pas mal de rues à visiter. Donc on va tous passer notre certification de guide de la ville d'Athènes incessamment sous peu. C'est On ça. devrait l'avoir sans trop de sans trop de problèmes. Donc on vous a mis aussi l'adresse exacte de là où se situe l'endroit qu'on devait retrouver. Avec cette fameuse photo qui nous a bien pété le crâne, clairement. Donc on retrouve bien les différents éléments. On aurait pu avoir ce sens interdit-là qui aurait été peut-être plus utile dès le départ. On a eu des fausses pistes aussi. On a été jusqu'à retrouver le modèle exact du scooter en plein milieu. On a fait aussi des recherches sur les cônes orange qui sont dans la rue. On a essayé d'identifier le type de banc qui se cache là derrière. On a essayé de savoir si c'était pas éventuellement une habitation ici, avec éventuellement un Airbnb. On a cherché des éléments qui seraient visibles depuis, enfin grâce à un bâtiment qui serait en hauteur avec le bâtiment noir qui est au fond de la rue, mais impossible. Donc on est vite revenu sur des choses un peu plus tangibles qu'on vous a présentées dans ces slides-là. Et On ouais, a Shankar, par rapport aux 5 heures de Google Earth, franchement, il y a de quoi vraiment péter les plombs.
Sans compter le overpass, toutes les requêtes qu'on a tenté de faire avec les bâtiments dans le fond, avec le bâtiment jaune tout à droite. Franchement, c'était une belle galère, mais Ouais, ça rend fier une fois que c'est flag en fait. ouais. Et pour info, la newsletter de Jack Krebs, qui est, enfin, c'est quand même quelqu'un de bien suivi. La newsletter elle est suivie par plus de 11 000 personnes et on est les premiers à avoir flagué l'adresse GPS exacte. Donc c'est ça qui nous a valu cette petite fierté, quoi. Ça. C'est le moment des questions, si vous en avez. Il y en a qui se sont déjà déconnectés, ça rage quitte. Non, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire, sûrement des Ouais. questions qui vont arriver. Une première question. Vous en retenez quoi de cette enquête, que ce soit au niveau de l'aspect technique ou humain? Donc je pense qu'il faut aussi entendre par là le fait de travailler en équipe. Alors clairement, c'est cette enquête-là, ce tchal-là qui a créé notre équipe, parce que à la base, on est tous sur le site d'Ozint et on essaye de faire quelques tchals ensemble, on essaye de s'orienter euh, gentiment. On se connaît pas tous dans la vraie vie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des gens avec lesquels on n'aurait peut-être jamais discuté dans la rue, donc ça c'est plutôt super intéressant. Euh, D'un point de vue technique, faut bien tout analyser et bien tout documenter de ce qu'on a sous les yeux. Ne pas prendre des raccourcis trop rapides. Clairement, le Brésil, on a foncé tête baissée et ce poteau électrique, j'en fais encore des cauchemars parce qu'il faut savoir que ce poteau électrique, il y en a dans plusieurs villes du monde avec cette base blanche. Donc ça peut rendre fou. Euh, donc ouais, humain, c'est vraiment une rencontre super intéressante des membres de l'équipe qu'on vous a présenté et qui fait que maintenant on fait pas mal de choses ensemble, que ce soit les tchalosines, de la création de tchal, du CTF, ce genre de choses. Puis même côté humain, le fait de travailler à plusieurs sur un gros tchal comme ça, parce que mine de rien, ça nous a pris pas mal de temps quand même à retrouver. C'est hyper sympa de savoir en voc, d'échanger. T'as des pistes que forcément tu vas pas avoir tout seul, qui avec d'autres personnes vont beaucoup plus vite. Franchement, c'est hyper cool à faire, ne serait-ce que pour ça. Une autre Donc, question. on a une seconde question de Natpok. Imaginons que la photo avait été prise à 1 kilomètre de la zone de recherche que vous étiez fixé. Donc là, je pense qu'il entend par là le bâtiment La des zone orange. supporters. Ouais. Mhm. Et donc toujours à Athènes, dans la zone ouest potentiellement. Comment vous auriez fait? Et revenu en arrière et on n'aurait pas pris comme point d'ancrage le groupe de supporters. Je pense qu'on se serait accroché à autre chose. À quoi, je ne sais pas. Euh, on serait peut-être fortement passé par du Google Earth Pro pour essayer d'identifier un bâtiment. On aurait peut-être tryhard sur les requêtes overpass pour avoir quelque chose d'à peu près plausible sur lequel se raccrocher, mais j'ai pas envie trop d'imaginer ce cas-là parce que je risquerais d'en faire des cauchemars. Bah après, le groupe d'Ultra a quand même bien aidé à restreindre la zone de recherche quand même. Parce C'est ça. que c'est clairement les tags qu'on retrouvait sur la photo. Donc Il y a quand même un moment. sans ces tags, ça aurait été quand même un peu plus compliqué de retrouver, mine de rien. Ouais. Ce qui a rendu fou aussi, c'est qu'à un moment donné, on s'est quand même rendu compte que les groupes de supporters du Panathinaikos, les W13B, donc les West Block 13, il y en a aussi à Chypre, à Malte, en Turquie, Ouais. etc. Donc on n'a pas voulu explorer ces pistes-là tant qu'on n'avait pas vraiment épuré la zone Grèce. Mais ça tombe, on aurait terminé en Turquie et on n'aurait rien trouvé, quoi. Alors, une troisième question de Noobactu. N'y avait-il pas de métadonnées sur la photo fournie, des exifs? Est-ce que vous avez pensé à regarder ça? Non, zéro métadonnées, pas de position GPS, ce serait quand même un petit peu trop simple. Donc non, pas Ouais. de données.
serait allé beaucoup plus vite. Disons, on n'aurait pas passé autant de temps sur Google Earth à se casser la Ouais, tête. on a bien entendu checker les métadonnées, hein, mais on l'a Ouais. pas présenté dans les planches ici. On jugeait que c'était un petit peu trop. Un petit peu trop. Ok. Question suivante de Elfie. Comment vous accusez le coup du rabbit hole avec le panneau interdit? Ça doit sacrément miner le moral. Vous en étiez à combien de temps d'enquête à ce moment-là? Alors ouais, ça mine le moral de fou parce que quand on est sur de l'investigation avec des gangs, on se voit déjà, ah, ça va être super intéressant, on va devoir retrouver des informations d'actualité, on va enquêter sur des gangs, on a l'impression que c'est ultra concret. Et après, quand on nous dit que bah, en fait, le coup du sens interdit, bah, ça nous apprendra à bien vérifier toutes nos sources et à bien corréler toutes les informations, ce qu'on fait maintenant. On essaye dès qu'on a une information, de la corréler minimum une fois, deux fois, voire trois fois si on y arrive, avec d'autres éléments tangibles de la photo, si on fait du géoguessing ou autre. Mais on était, je sais pas moi, on le fait peut-être à une petite journée d'investigation, grand max. Ouais, On ouais. était vraiment au début. Au début, c'était l'autoroute, tout concordait et on était des jeunes crédules, quoi. Mais on voulait y croire. On voulait vraiment y croire au Brésil. On continuait à foncer tête baissée. Même si le interdit n'existait pas au Brésil, on se dit, ah, peut-être qu'il y a moyen, mais non. Faut pas se voiler la Peut-être face. qu'il y avait un seul panneau interdit. Ah ouais. Faut pas se voiler la face. Et à un moment, faut accepter la vérité, même si elle fait mal, et regrouper toutes les informations, comme Cyber l'a dit, qu'on avait à notre portée, et se focaliser sur de nouvelles recherches, quoi. C'est ça. Nouvelle question. Comment est-ce que vous avez déterminé le cercle de recherche autour du QG des supporters? Pour ma part, le cercle de recherche, on l'a déterminé en fonction de l'envie qu'on avait de visiter Athènes. Ouais, parce que Donc, celui que tu as affiché, c'était pas le mien, par exemple. Moi, je cherchais sur une fourchette de quand même 15 kilomètres, et 15 kilomètres à la ronde, il y a beaucoup plus que sur le screen. Et, et moi, j'ai vraiment visité Athènes pour le coup. Donc, non. ouais, Cette fourchette, elle est un peu aléatoire, quoi. cette fourchette, ouais, là, surtout le rayon que j'ai déterminé, il est un peu aléatoire, mais c'est pour montrer à peu près déjà ce que ça représente sur la carte. Si on reprend sur la slide d'avant, ça reste quand même un bon gros quartier, quoi. Cette zone-là, ça correspond vraiment au quartier ouest euh, d'Athènes. Donc, là, par rapport au code postal, il y a une zone un petit peu plus au nord-ouest vers Péristeri. Mais là, on n'est vraiment pas du tout sur le même type de paysage. Donc, on s'est vraiment restreint sur cette zone-là, quoi. Parce qu'au final, vous étiez à quelle distance du QG des supporters? Les supporters qu'on avait, tu vois, il est ici. Donc, On était à quelques il est ici. kilomètres. On était à Voilà, tu quelques vois, il y a kilomètres, hein. Il y 4 avait minutes pas à grand-chose. pied, hein, ouais, en voiture, 4 minutes en en voiture. voiture. Voilà, 1 km 2 en faisant les rues, mais 1 km à vol d'oiseau, quoi. Puis on se doutait bien que, il y avait la possibilité de le trouver par rapport aussi à la question et au, à, au disque de recherche, au champ de recherche. On se doutait que ça allait pas être 100 km autour d'un point de recherche, donc que ça devait être possible. Donc on a essayé de raisonner en faisabilité aussi, quoi. Ouais, de limiter vraiment au quartier au final. Bien que j'ai quand même continué à rechercher en dehors du quartier, parce qu'on sait jamais. Mais c'est une zone de recherche sur laquelle tout le monde se focalisait. C'était vraiment autour du quartier. Donc c'est une petite zone de, je pense, 5 kilomètres à la ronde, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, ouais. Ok. Et donc une question suivante de Eric. Comment est-ce que vous avez dispatché le fait de faire cette recherche autour du QG? Est-ce que vous êtes partis chacun de votre côté ou est-ce que vous avez donné des zones un petit peu chacun? Alors là, pour le coup, on a vraiment chacun pris son petit bonhomme jaune et on l'a balancé sur la carte et on a visité comme on pouvait, tout simplement parce que
on n'a pas, enfin en tout cas à notre connaissance, pas d'outil qui permet de cartographier ce qu'on a fait euh, en Google Maps et encore moins de manière mutualisée. C'est pour Mais ça qu'on ouais, a après, fait. on échangeait quand même nos petites trouvailles. Quand Ouais, on avait des rues dès qu'on qui trouvait quelque chose qui correspondaient ressemblait. plutôt bien, on se l'envoyait. On se disait telle adresse, bon, ça paraît pas mal quand même. Il faudrait investiguer vraiment sur cette rue. Et c'est d'ailleurs une des adresses comme ça que j'avais envoyé qui correspondait pas mal. Mm. Bah, qui en fait, à un corner plus tard, t'avais l'adresse, quoi. Mais j'ai dû passer dessus, je pense, 5-6 fois sans m'en rendre compte, quoi. Ouais, Donc c'est pour ou ça à que 100 mètres. Ouais. le travail à plusieurs, c'est vraiment, vraiment. Ah, c'est super intéressant parce que on échange sur la méthodologie, on échange sur les outils, on Ça. échange sur les idées. Et clairement, si on l'avait fait chacun dans notre coin, bah, je pense qu'on serait peut-être encore tous au Brésil, quoi. Ouais. Ok. Et en parlant d'outils, justement, vous avez parlé de Discord, mais est-ce que vous aviez d'autres outils, notamment pour faire des mind maps tels que Excalibro ou Ozine Tracker, ou pas du tout? Non, pour le coup, Excalibro, c'est à la mano, donc c'est pas évident de faire un mind map là-dessus. Je pense que ça, on aurait mis autant de temps à faire le mind map que le temps qu'on a passé sur Google Maps. Euh, Ozine Tracker, ça pourrait être une idée à l'avenir, mais là, on était bien organisé sur le Discord avec vraiment les éléments épinglés qui nous permettaient d'avoir vraiment notre fil, notre cheminement de pensée. Et dès qu'il y avait un truc qui sortait du scope, qu'on avait complètement éliminé, ben on le retirait de la zone d'épinglé, quoi. Donc ça permettait d'avoir toujours notre timeline validée par tout le monde pour au cas où quelqu'un voulait reprendre ce qu'on était en train de faire, quoi. Et notamment pour écrire le write-up. Ok, alors une nouvelle question de Ifiop. Peut-on savoir, pour ceux qui le souhaitent, savoir si votre métier est en rapport plus ou moins proche avec votre pratique de l'OSINT et qu'est-ce que cela vous apporte pour OSINTer et ce que l'OSINT apporte à votre métier? Pour ma part, moi je fais du Purple Team, donc de l'OSINT, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et de deux, pour tout ce qui est surface d'attaque, c'est super intéressant d'avoir les bonnes méthodos, les bons outils dans le domaine de la cybersécurité, quoi. C'est plaisir personnel, on va dire, toujours en apprendre plus, savoir avoir plus de méthodologie, plus de connaissances. C'est vraiment à des fins personnelles, l'OSINT, on va dire. Très bien, merci. Une petite question méthodologie. Euh, Comment est-ce que vous avez déterminé le second QG des supporters? Comment vous êtes tombé dessus? Alors, que je retrouve. Ouais, alors celui-ci, ici, qui est euh, en rapport avec la Gate 13, d'accord? Donc, qui est une zone du stade Gate 13. C'est le QG général. D'accord? Et il faut savoir que dans les groupes de supporters, il y a cette entrée, mais après, il y a des sous-groupes. Donc, on est d'abord parti ici pour comprendre que oui, en effet, c'était bien ce groupe de supporters-là. Et ensuite, on a eu la lettre B de l'autre bout du tag, et c'est là qu'on a pivoté vers West Block 13 et leur QG, qui est plus petit, vu que c'est un sous-groupe de supporters. Je sais pas si ça répond à ta question, Mbay. Et désolé si j'ai écorché ton pseudo. Ça a l'air d'être tout bon. J'ai une petite question par rapport à votre travail en équipe. Donc on a compris que sur la fin, sur une grosse zone de recherche, c'était intéressant justement d'être plusieurs pour pouvoir un peu se dispatcher le travail. Est-ce qu'il y a des moments où justement vous avez eu le sentiment d'être trop nombreux pour faire un même travail? Est-ce que vous êtes marché dessus? Parce qu'on sait que c'est pas forcément tout le temps évident de travailler en équipe, surtout si vous ne vous connaissiez pas avant et que vous n'avez pas l'habitude de travailler ensemble. Je dirais non, parce que globalement, on s'est tout de suite très bien entendu. Il y a caractère dominant dans l'équipe. Il y a personne qui va chercher à écraser l'autre, je trouve. On essaye vraiment de prendre les idées de chacun et
et de les vérifier avant de dire non ou oui. Donc ça, c'est vraiment ultra important dans le travail d'équipe. Et après, au niveau travail en soi, bah, on a tous des boulots, on a tous des occupations, donc on n'est pas forcément toujours dispo au même moment. Donc pendant qu'il y en a un qui avance, bah, l'autre est peut-être en train de faire du sport ou en train de bosser ou en train de manger. Et après, on se relaye. Donc, et des fois, on arrive à travailler ensemble, à se donner des pistes. Et quand on travaille vraiment ensemble, bah, on peut se répartir la tâche en disant bah, moi, je vais creuser là-dessus, essaye de creuser là-dessus. Et puis après, la personne est OK, pas OK, quoi. Merci. Alors, je ne sais pas si on va avoir d'autres questions. Je vois personne qui écrit. Donc, je pense qu'on est sur la fin. En tout cas, merci à vous pour cette belle présentation qui met en évidence justement l'importance de corréler tous les détails d'une image pour la localiser. Ah, je vois plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est le message de bonne nuit ou s'il y a des questions. Non, je pense que c'est surtout des remerciements. Et ben voilà, donc tout le monde a l'air satisfait. Merci beaucoup Bien. pour avoir fait cette première présentation des Mythosynth. Il y en aura Avec d'autres. plaisir. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on s'améliore tous ensemble. Si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que l'on présente, ou même si vous avez vous-même envie de présenter quelque chose, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut présenter quelque chose, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Puis on se donne rendez-vous pour le prochain Mythosynth que l'on vous annoncera tard. On va laisser un peu de suspense. Allez, bah, je vous remercie. Bonne fin de soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci beaucoup.